La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, une résidente de Buckingham veut mettre en lumière un service offert par le CLSC. Nouvelle réglementation quant aux matières résiduelles à Gatineau et on revient sur ce sondage Crop Radio-Canada au sujet des inondations. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Daho et bienvenue à votre magazine d'information locale. Tout d'abord, il y a une résidente de Buckingham qui désire mettre en lumière le travail de l'équipe du CLSC Vallée de la Lièvre et faire connaître à la population un service dont son mari, décédé le 3 février, a pu bénéficier. Gabriel Giasson, âgé de 83 ans, a pu finir ses jours dans sa résidence située sur l'avenue Lépine, entouré de tous ses proches, grâce au service de soutien à domicile offert depuis plusieurs années par le CIS de Papineau. Sa femme, Fernande Robinson, a eu l'aide et le matériel nécessaire afin de l'accompagner jusqu'à la mort. L'homme souffrait de diabète et avait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Il avait décidé de ne pas faire de chimiothérapie et refusé d'aller dans un centre de soins palliatifs. Je vous laisse entendre Madame Robinson. Avec ses deux fils, il était question de Mathieu Froment ou du Monarque. Et c'est pas ça que Gabriel voulait, et moi non plus. Alors j'appelle le CLSC, puis je leur dis, avez-vous une autre solution que ces deux extrémités-là de notre coin de pays? Et ils ont dit oui. Et ça s'est déclenché rapidement, là. Les services nous sont arrivés. D'abord, la visite du docteur Guilbeault. Et le docteur Guilbeault a vu l'état de Gabriel et a jugé. Et elle lui a dit qu'il lui restait pas beaucoup de jours. Dès cet appel-là, puis la visite du docteur, les choses ont été très rapides. Le lit d'hôpital est arrivé, la chaise d'aisance également, l'ergothérapeute, le travailleur social. Ce que je souhaite qu'on reconnaisse leur service, qu'on le connaisse d'abord, parce que moi, je ne le connaissais pas, ce service-là, puis je suis membre accrédité du mouvement Albatros qui accompagne les personnes en fin de vie. Et je ne connaissais pas le service. Et les gens à qui j'en parle ne le connaissent pas. Il faut le dire. Puis il faut encourager cette équipe-là à poursuivre son travail parce que c'est très utile. C'est tellement réconfortant d'être entouré de sa famille. Le CLSC nous indique qu'il se pourrait que les personnes plus âgées ne connaissent pas ou très peu ce genre de service. Il est parfois difficile pour eux de bien se documenter au sujet de ce qui est offert dans leur région. Pourtant, environ 1000 personnes bénéficient du service chaque année. Madame Robinson tenait à remercier personnellement tout le personnel du CLSC Vallée de la Lièvre pour leur travail exceptionnel. On l'écoute à nouveau. Un gros merci. Un très gros merci. Ça a été la présence chaleureuse également, puis les objets qu'ils ont apportés. Mais toute cette dynamique-là avec eux là, a été tellement réconfortante et rassurante pour le mourant, puis pour moi et sa famille. Sa famille a été témoin du confort que Gabriel a vécu par ces services-là qu'on a reçus. Alors, pour moi, le CLSC, là, il mérite d'être connu, d'être reconnu, puis remercié. Je les aime bien gros. Si vous désirez avoir plus d'informations au sujet du service de soins à domicile, vous pouvez composer le 819-986-3359.
Dès l'été prochain, la Ville de Gatineau va imposer des changements majeurs aux collectes de matières résiduelles. Une nouvelle réglementation qui vise à vous inciter à recycler et composter davantage devrait entrer en vigueur le 15 juillet. Chaque ménage pourra jeter à la poubelle un maximum de 120 litres d'ordures ménagères toutes les 2 semaines. C'est la Ville de Gatineau qui se chargera de vous fournir un nouveau bac de couleur noire. Si vous produisez plus de déchets que la limite permise, vous devrez débourser environ 5 $ du sac supplémentaire. Les matières compostables seront dorénavant interdites dans les poubelles, tout comme les résidus de construction et les objets encombrants. Avec ce nouveau règlement, c'est le principe d'utilisateur-payeur qui s'applique. Plus vous allez jeter à la poubelle, plus vous devrez payer. L'objectif est de réduire de 45 % la quantité de déchets envoyés au dépotoir par rapport à l'année 2016. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On veut vous entendre là-dessus. Écrivez-nous aux nouvelles au pluriel à commercial tvc.qc.ca. On y reviendra plus en détail la semaine prochaine. Maintenant, les citoyens de Gatineau seraient moins satisfaits que les Ottaviens quant à la gestion municipale des inondations du printemps dernier. C'est du moins ce que démontrent les données d'un sondage de CROP réalisé pour Radio-Canada. À Ottawa, 21 % des répondants se disent peu ou pas du tout satisfaits du travail des élus municipaux durant la crise. À Gatineau, ici, le pourcentage s'élève à 47 %. Sur le chemin du fer à cheval dans le secteur Masson-Angers, rappelons que la crue des eaux a fait plusieurs sinistrés. Environ 20 % des maisons ont été détruites et plusieurs autres ont été lourdement endommagées. C'est le cas de la résidence de Roxane et Pierre, un couple qui vient tout juste de rentrer à la maison après avoir passé 9 mois à l'hôtel. Selon eux, leur élu municipal n'est pas concerné par le sondage de Radio-Canada. Je vous laisse entendre les commentaires de Roxane Brillant. Oui, très satisfaite. Il a été présent durant la première inondation, durant la deuxième inondation, autant qu'il a pu avoir accès au chemin, et puis après les inondations. Il a toujours été là. De tous ceux à qui j'ai parlé, ils étaient tous très satisfaits de la gestion de Marc Carrière, à l'exception d'une personne qui, je crois, le mélangeait peut-être avec un député provincial, fédéral même peut-être, je ne le sais pas, mais tous les gens à qui moi j'ai parlé étaient très satisfaits des travaux que M. Carrière a essayé de faire. Il y a eu des services offerts dans les secteurs de Gatineau, même allant jusqu'au chemin Urtibise, des services d'autobus, etc., pour aider les gens qui n'avaient plus leur voiture à la maison parce qu'il y avait trop d'eau dans le chemin. Puis ici, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu d'offre d'aide de la ville pour rien. Puis selon vous, est-ce qu'on semble le reconnaître à la ville, ça, ce que vous dites? La seule personne de qui, moi, je suis certaine qu'il reconnaît ça, c'est M. Carrière. Les autres, je ne le sais pas. Mais on ne semble pas. Je regarde M. Jobin sortir dans les journaux avec sa gestion exemplaire, etc., etc. Et puis, je ne crois pas qu'il y a un résident sur le chemin du fer à cheval qui croit qu'il y a eu une gestion exemplaire de ce dossier-là de la part de M. Jobin. Selon le conjoint de Mme Brillant, Pierre Cardinal, les résidents du chemin du fer à cheval se sont sentis délaissés non pas par leur élu, mais par la ville de Gatineau. Il a l'impression d'avoir été ignoré complètement vu que son quartier est situé à environ 32 km du centre-ville. De son côté, Marc Carrière est d'avis que la gestion municipale n'a pas été à la hauteur et croit qu'il n'a rien à se reprocher dans sa gestion des inondations. On l'écoute. Écoutez, moi, j'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai jamais abandonné mes citoyens. J'ai toujours été là pour eux, même encore aujourd'hui. Il reste des étapes pour certains. Chaque fois, ces gens-là, je réponds à leurs demandes. Pas toujours capable de répondre de façon satisfaisante aux demandes, mais je suis toujours là. J'ai toujours appuyé mes citoyens, donc je vais continuer à le faire comme ça. La liste est longue de choses qui n'ont pas fonctionné chez nous. C'est triste qu'on n'a pas encore notre post-mortem. On a décidé de donner ça à l'externe. En fait, le post-mortem, c'est ce qu'on fait de bien ou pas bien, qu'il faut en faire l'analyse. Maintenant, on n'a même pas été capable de le faire nous-mêmes pour être capable de dire aux citoyens où est-ce qu'on doit s'améliorer, parce que c'est pas vrai que tout est parfait.
on a vu qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Le sondage de Radio-Canada démontre clairement que les citoyens sont insatisfaits. Donc, c'est clair qu'il y a de la place à l'amélioration. Le maire de Gatineau n'a pas été en mesure de commenter les données de ce sondage de Radio-Canada. Par ailleurs, 3 projets majeurs sont sur le point de se concrétiser dans le secteur Masson-Angers. Premièrement, il y a le projet du 110 rue Georges. D'ici les 10 prochaines années, des condos, de nouveaux commerces et des aires communes avec des terrasses devraient être construites là, sur le terrain de l'Encan-la-Rose. Les travaux auront lieu principalement en face de l'Encan, là où les marchands s'installent durant l'été sous le grand chapiteau en bois. Le projet Plateau Georges, lui, est un projet résidentiel et sera situé à l'arrière de l'Encan-la-Rose, juste à côté du IGA. En ce qui concerne le 3e projet, le domaine de l'Albatros, il sera situé près de l'intersection du boulevard des Laurentides et du chemin de Montréal. Ce sera également un nouveau quartier résidentiel. Selon le conseiller Marc Carrière, ces 3 projets permettront de densifier le secteur et de créer un nouveau marché pour les commerçants. C'est des projets majeurs qui existaient quand même depuis un bon bout, sauf qu'en raison des moratoires, les postes de pompage qui étaient à pleine capacité, ces projets-là n'ont pas pu lever. Maintenant que les infrastructures sont capables de supporter le développement résidentiel, puis en même temps, dans certains secteurs, dans un des projets, il y a même de l'institutionnel. Donc, ça crée des marchés. C'est du développement économique important. Chaque famille qui vient habiter une maison neuve, ça crée 4 emplois. Donc, les marchands déjà autour vont voir une différence. Moi, je pense que c'est en tout et partout les 3 projets, là, puis j'y vais, on est près du millier de portes, mais il y a d'autres choses aussi. On reste dans le même secteur. Le centre sportif Robert Rochon est fermé au public pour une période indéterminée en raison d'une fuite d'ammoniac sur un échangeur de chaleur. La Ville de Gatineau espérait rouvrir l'aréna pour la fin de la saison de hockey et de patinage. Cependant, il faudra plusieurs semaines pour obtenir les pièces nécessaires pour la réparation. La production de glace a donc été suspendue. La Ville a fait les démarches pour remplacer les heures perdues par les différentes associations sportives. Sinon, les citoyens sont invités à utiliser les heures prévues de l'aréna de Buckingham pour ce qui est du patin libre. Le Rockfest de Montebello a dévoilé sa programmation en vue de sa 13e édition qui se tiendra du 14 au 16 juin. Prophets of Rage, Weezer et Five Finger Death Punch sont notamment les têtes d'affiche qui performeront sur les différentes scènes du festival. Le Rockfest souligne cette année ses 13 ans avec un retour aux sources qui va réunir plus de 70 formations. Son fondateur, Alex Martel, nous donne un avant-goût de ce qui attend les festivaliers cet été. Je dirais que c'est un retour aux sources à différents niveaux, notamment la quantité de bandes. Ça faisait des années que les festivaliers nous demandaient de réduire un peu le nombre de groupes pour revenir à comme c'était dans le coin de 2013, dans ces années-là. Parce que c'était rendu qu'il y avait un peu trop de groupes, on était rendu à comme 130. Puis ça fait en sorte que les gens, il manque plusieurs groupes. Puis aussi, ça fait en sorte que les bandes jouent un peu moins longtemps. Fait qu'on a décidé d'écouter finalement les festivaliers cette année puis de faire en sorte qu'il y ait moins de groupes, mais que chaque groupe va jouer plus longtemps. Puis la réaction est super bonne à ce niveau-là jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'expérience comme telle qui est l'attrait principal. Le fait que les festivaliers viennent à Montebello, puis dans un petit village dans le milieu de nulle part, complètement envahi par des dizaines de milliers de festivaliers de partout dans le monde. Je pense qu'ultimement, c'est ça qui crée vraiment l'ambiance et l'expérience qu'ils vivent. Puis de notre côté, on essaye à chaque année de garder la formule gagnante, mais aussi de l'améliorer, puis toujours voir comment on peut essayer de faire mieux, rajouter des trucs à gauche, à droite. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on mise finalement. La mise en vente des billets est débutée. Rendez-vous au www.montebellorockfest.com. Il y a également la 20e édition du Festival du film de l'Outaouais qui a dévoilé sa programmation. L'événement se tiendra du 22 au 30 mars prochain. Et pour en discuter, je reçois Annie Coutu, productrice et membre du conseil d'administration. Madame Coutu, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci.
J'ai entre les mains le pamphlet qui explique la programmation de cette 20e édition du FFO. Vraiment une programmation bien remplie. Encore une fois, on parle d'exposition, de classes de maîtres, on va en parler tantôt, des séances de dédicaces, des projections scolaires et évidemment, vous aurez la chance de voir plusieurs films qui vont être projetés soit au Cinéma Neuf ou au cinéma à Elmer. Premièrement, Mme Coutu, expliquez-nous, rappelez-nous un peu la raison d'être de ce festival-là ici en Outaouais. Bien, en fait, c'est une idée de Didier Farry avec d'autres personnes. Il avait travaillé avec Le Droit et avec Radio-Canada à l'époque pour bâtir un festival de films francophones parce que ça n'existait pas. Donc, de donner une possibilité de voir des films européens, des films qui viennent de différentes régions francophones à travers le monde. Et aussi nous montrer des films québécois qu'on n'a pas souvent la chance de voir parce qu'ils se font des fois pousser un petit peu par les blockbusters. Donc, c'est à partir d'une nuit pour les cinéphiles. Donc, c'était commencé le vendredi, ça a terminé le dimanche. Puis, ils ont tellement eu de succès qu'ils ont décidé de faire un festival de films francophones. Selon ce que vous avez observé depuis les dernières années, est-ce qu'on aime le cinéma ici en Outaouais? Ah oui, absolument. Les gens sont fanatiques. En fait, ils viennent faire des lignes d'attente. Là, je regardais sur le site Internet. Les gens passent des commentaires et disent « J'ai acheté 15 billets pour aller voir des films. J'ai acheté 7 billets pour aller voir mes films. » Tu sais, comme déjà présélectionnés. Puis après ça, au cours du festival, ils peuvent continuer à en acheter aussi. La présidente d'honneur cette année, c'est Marie-Pierre Morin. Pourquoi on l'a choisie? En fait, parce que Marie-Pierre, elle commence à monter pas mal rapidement dans les coins, mais c'est aussi quelqu'un d'hyper intéressant. Donc, elle a une finesse, elle a un dynamisme. Puis pour le 20e, c'est ça, on voulait quelqu'un qui était comme... qui représentait un petit peu l'image du festival, qui est comme une passion là, dans tout ce qu'on touche. Puis elle, c'est une vraie passion. Et là, elle est actrice dans le dernier film de Denis Arcand, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, La chute de l'Empire américain. Donc, on va avoir un petit extrait, entre autres, pendant le festival qui va être diffusé. Pas un extrait, une bande-annonce. Et c'est ça, Marie-Pierre a travaillé là-dessus. On a également quelqu'un qui va faire une des classemates qui a travaillé également avec elle sur le film. Le film d'ouverture cette année, c'est La Bolduc, et ça va être la première au pays, si je ne me trompe pas. C'est un film réalisé par François Bouvier. L'actrice principale, c'est Debbie Lynch-White. On la connaît d'Unité 9, notamment. C'est elle qui va incarner le rôle de la Bolduc. C'est un film qui risque d'être fort intéressant. Bien, c'est fort intéressant, en fait, parce que la Bolduc, ça fait partie de notre folklore. C'est comme on l'entend chaque année. Dans le temps des fêtes, c'est comme... La Bolduc joue en répétition. Puis, on ne connaît pas nécessairement toute sa vie, toutes ces choses. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont nous révéler pas mal de côtés qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, j'ai très hâte, j'ai hâte de voir le film. Puis, c'est ça, ça va se faire en présence des acteurs, en plus, qui viennent faire un arrêt à Gatineau pour la journée de la présentation. Et là, je n'ouvrirai pas le pamphlet au complet parce que la liste de films est très longue. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein? Il y en a pour tous les goûts. Une bonne comédie que moi, j'ai eu la chance de voir, ça s'appelle Le sens de la fête. C'est un film français que j'ai adoré. C'est quelqu'un qui décide de s'improviser serveur pour un mariage, mais c'est très drôle. Et on a des films familiales aussi, un petit peu comme Le Petit Spirou. Donc, on a souvent lu ça quand on était jeune. Ben oui. Mais là, ils l'ont fait en fiction. Donc, ça risque de promettre pas mal de bons. Est-ce qu'il y a des films qui sont présentés qui ont été produits ici en Outaouais? À ma connaissance, non. Par contre, on a Donald Plante, entre autres, qui est le directeur photo de La Bolduc, qui a fait pour La Bolduc, qui ne pouvait pas malheureusement venir en ville parce qu'il était pris sur un autre tournage à l'extérieur du pays. Mais c'est ça, il étudiait à la polyvalente Le Carrefour. Fait que c'est un gars de chez nous qui a fait ça, puis c'est un grand film. Fait que c'est bien. Lorsque le conseil d'administration s'assoit pour décider des films qui vont être mis en lumière, comment vous faites pour faire ces choix-là? En fait, Didier fait le tour d'à peu près, je ne sais pas combien de festivals par année. Donc, il va chercher des petites mines d'or à gauche et à droite. Puis, nous, on fait une sélection. En fait, on soumet des titres. Donc, moi, si je vois quelque chose pendant que je fais un festival, ou si Nancy, qui est la présidente, en voit également, bien, on lui soumet une liste. Puis là, lui, il passe au travers, puis il les connaît bien. Didier, c'est un as de la programmation. Donc, on a toujours des surprises à chaque année, puis c'est toujours plaisant.
Il y aura des classes de maîtres. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ce sont des acteurs ou des producteurs qui vont venir parler de leur métier, quoi. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Avant Non? ça, on faisait plus des ateliers, c'est-à-dire pour les gens de l'industrie. Puis cette année, on a décidé d'ouvrir plus grand. On l'a fait à quelques reprises. On l'avait fait une fois avec Denis Filiatro, puis les gens avaient bien apprécié. Donc, on a décidé de revenir pour la 20e de cette formule-là. Donc, on a samedi le 24 avec Michel Côté à 10h le matin. C'est au Cinéma Neuf. Donc, Michel Côté, qu'on connaît pour beaucoup, pour une fois, il n'est plus sur les planches, donc il peut se permettre de venir au festival. Ça va être bien, on va l'avoir avec nous cette année. Il a fait Le Père en flic, qui a été considéré, entre autres, le film ayant le plus de box-office au Québec cette année, Père en flic 2. Donc, lui, il va être là à 10h. À 11h, c'est Vincent Leclerc qui va être avec nous, qu'on connaît pour Séraphin Poudrier, entre autres. Il tient le rôle, puis il a joué également dans The Revenant avec DiCaprio. Fait qu'il va venir nous parler un petit peu de c'est quoi la différence de travailler avec un plateau américain, travailler avec un plateau canadien, puis nous donner un petit peu de in sur comment ça se passe dans l'industrie. Les gens vont pouvoir poser des questions, puis tout ça, puis c'est gratuit. Et pour aller voir les films maintenant, il y a des coûts reliés à ça, oui? C'est combien? De mémoire, je pense que c'est comme 9 $9. Je pense qu'il y a des prix aussi pour venir voir plusieurs films. Je pense 46 $ pour 6 films, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, c'est un rendez-vous. Oui. Du 22 au 30 mars prochain. Le FFO, c'est la 20e édition. Oui. Il me reste quelques secondes. Vous êtes productrice, Mme Coutu. Oui. Comment ça se passe ici en Outaouais, côté production vidéo? Ça se passe bien. En fait, on a plusieurs projets de long métrage. Là, ça commence tranquillement à partir. Moi, j'avais présenté un film il y a 3 ans au festival qui s'appelait Fish Story. On avait travaillé fort sur ce projet-là. C'est un long métrage qui a bien déroulé, qui s'est bien roulé. Et là, on est en train de préparer notre deuxième long métrage avec lequel on va travailler. Puis les autres boîtes aussi en ont. Fait que dans les prochaines années, là, je pense que ça va bouger pas mal dans la région. Il faut surveiller. Annie Coutu, merci beaucoup. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, c'est officiel, l'Est de Gatineau a maintenant une seule et unique association de soccer. Oui, c'est tombé hier soir, jeudi soir. Fusion entre les associations de soccer du secteur de Buckingham et celui de Masson-Angers. Ouais. La nouvelle association va s'appeler le FC des Vallées et c'est Mme Roxane Chartrand qui va présider les destinées de cette nouvelle association. La décision a été unanime au sein des 2 conseils d'administration. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est que les 2 associations avaient des dettes à Soccer Outaouais. Alors, ça a été consolidé naturellement dans la nouvelle association. On parle quand même d'un montant de 78 000 $, c'est pas peu dire. J'ai demandé un peu à Mme Chartrand, mais d'où ça vient, ça, cet argent-là? Bien, il faut croire que les frais d'affiliation, à chaque année, c'est entre 20 et 40 000 $. C'est 43 $ par jeune qui joue au soccer. J'ai demandé, oui, mais qu'est-ce que vous recevez au niveau des services de Soccer Outaouais? Elle a dit, j'arrive dans le siège, on va regarder ça comme il faut et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je trouve ça quand même un peu élevé parce que je suis allé voir du côté de Hockey Outaouais. Les frais d'adhésion, c'est de 250 $ par équipe. D'accord. Alors, on voit qu'il y a une différence. Il faut dire, par exemple, que le protocole, c'est un protocole qui date de 2013. Alors, on peut peut-être doubler les frais, mais encore, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. De toute façon, on pourra peut-être revenir là-dessus. Rapidement, outre Mme Chartrand, le conseil d'administration du FC des Vallées va être composé de Chantal Leblanc, qui est vice-présidente administrative, Joël Viennot, qui va assurer la vice-présidence, mais au niveau technique, Alain Lauzon, trésorier du club, et Martin Lahaye, qui sera le secrétaire. Et le budget, on prévoit peut-être d'avoir 650 à 700 joueurs, mais le budget de la première année est établi sur 500
joueurs. Donc, les parents, là, soyez rassurés. Je pense qu'on a fait un bon virage au niveau des finances de ce côté-là. Oui, donc bonne nouvelle, ça assure donc une pérennité, la poursuite plutôt du soccer, du moins du côté de Masson-Angers qui avait été mis de côté par Soccer Ottawa. Effectivement. Maintenant, quand on parle de Félix Bertrand, on parle de relève olympique, ça c'est certain, et Félix est à nouveau champion canadien junior. Oui, pour la deuxième fois. Et quand on parle de relève olympique, il va falloir le considérer, ce jeune-là. Il n'a que 16 ans. S'il continue sa progression comme ça, ben ça va être fantastique. C'est ça, il a remporté l'or en descente simple et le bronze en duel, donc 2, au championnat canadien junior. C'est la deuxième fois qu'il réussit l'exploit. Alors, c'est vraiment là, des félicitations à son égard. Et ce qui s'en vient pour lui, ben, il va participer au championnat canadien senior qui va avoir lieu à Jasper. Et ceux qui voudraient le voir, ben, la fin de semaine de Pâques, il sera à Saint-Sauveur pour une compétition. Donc, Saint-Sauveur puis l'Outaouais, là, on peut dire c'est collé. Alors, et il y a du côté de Jasper aussi, fait intéressant. Son idole, Michael Kingsbury, va aussi participer à ces championnats-là. Ça serait bon de les voir un contre l'autre. J'ai eu la chance de rencontrer Félix Bertrand à son école secondaire, Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Il m'a offert une courte entrevue au sujet de son dernier championnat. Donc, pour avoir accès à l'entrevue, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de TVC Basse-Lièvre. Côté karaté maintenant, le club Karaté Kama remporte 21 médailles. Oui, c'est aux championnats canadiens qui ont eu lieu du côté de Halifax en fin de semaine dernière. Et on va y aller rapidement là, parce qu'il y a 16 athlètes là, qui ont remporté des médailles. Ça vaut la peine de les mentionner. Jean-Sébastien Bisson, 2 médailles de bronze. Les sœurs Vicky et Véronique Carrière ont remporté 3 médailles à elle. Camille Desjardins, une médaille d'argent et de bronze. Donovan Giroux, 2 médailles de bronze. Hugo Lafleur, Jérémy Lahaye et Alex Léger ont soit remporté du bronze ou de l'argent. Laurence Morin, Orlane Morin, Marciniouk, la médaille de bronze. Audrey Poirier, 2 médailles de bronze. Philippe Soucy, on le connaît, lui, de l'or et de la bronze. Et Chloé Veilleux, 2 médailles d'argent. Et finalement, Jessica Veillette, la médaille de bronze. Donc, félicitations à tous les participants. C'est impressionnant, toutes ces médailles-là. Oui, oui. OK, maintenant, des nouvelles des Flames. Tu es allé voir, je pense, le dernier match, je crois? Oui, c'était le début de la série éliminatoire contre les Panthères de Saint-Jérôme. Le match se disputait mercredi soir dernier. Une défaite en levée de rideau de 5-2. Un peu décevant. Il va falloir que l'équipe, s'ils veulent remporter la série, soit plus disciplinée et qu'il y ait une meilleure cohésion au niveau du jeu. J'ai vu beaucoup de passes, moi, qui étaient verticales, c'est-à-dire nord-sud. C'est assez difficile, ça. C'est mieux d'avoir des passes horizontales et c'est plus facile. Vendredi soir, 20h, au Centre sportif, le deuxième match de la série. Ça fait le tour des sports, François. Je te remercie. Ouais, ça m'a fait plaisir, Mathieu. On se revoit la semaine prochaine, comme à l'habitude. Effectivement. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Infomag pour cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.